Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur la visualisation de données en mode libre service. Je suis contente de voir qu'il y a quand même une vingtaine de participants, 24 précisément. Pour une raison inconnue, notre système a envoyé des annulations de meetings alors que ce n'était pas annulé. Alors, je suis contente de voir que vous avez réussi à traverser l'épreuve et à vous connecter aujourd'hui et à être avec nous donc pour ce webinaire. Alors, je vais juste m'assurer que tout fonctionne. Alors voilà, mon nom est Sophie Marchand, je suis en charge de la firme Le CFO Masqué. Nous sommes une firme avec une expérience en finance corporative, dis-je, principalement on fait de la consultation et de la formation en modélisation d'affaires. Donc, ça implique beaucoup d'Excel et beaucoup de Power BI depuis quelques années. Si jamais le sujet de notre webinaire vous intéresse, sachez qu'on en a donné plusieurs par le passé. La plupart des webinaires sont enregistrés et diffusés par la suite sur notre site web. Donc, par exemple, quand les gens se sont inscrits au présent webinaire, j'ai beaucoup entendu parler de votre intérêt pour Power BI. Évidemment, le sujet d'aujourd'hui, c'est les visualisations. Donc, ça va toucher à Power BI, mais ça va toucher aussi à Excel. Donc, ce ne sera pas que Power BI. On ne sera pas dans l'utilisation ou les instructions d'utilisation de Power BI, devrais-je dire. Mais si le sujet vous intéresse, on a fait des webinaires sur le sujet par le passé que vous pouvez aller récupérer sur notre site web. On a aussi un groupe d'usagers sur Excel, Modern Excel and Power BI, que ça s'appelle Montreal Modern Excel and Power BI. Donc, pour les usagers d'Excel et de Power BI, là aussi, vous aurez accès suite au webinaire à la présentation PowerPoint et vous avez des liens cliquables. Si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer pour rejoindre le groupe en question. Et évidemment, si le sujet d'Excel et Power BI vous intéresse, vous pourrez consulter aussi notre offre de formation et nos services. Alors, allons-y sans plus tarder dans le cœur du sujet, qui sont les visualisations de données en mode libre-service. C'est vraiment impliqué à l'univers Microsoft parce qu'évidemment, il en existe dans d'autres univers. Et ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est notamment l'usage d'Excel et ce que Microsoft a appelé à une certaine époque les apps, les Office apps en 2013. C'est devenu des Office add-in en 2016. Bref, on va voir comment les utiliser pour faire des visualisations. On va parler de PowerView et j'ai mis 3 petits points parce que PowerView, faut passer le mot tranquillement. C'est un peu en fade out, si j'ose dire. Si vous avez accès à la version Excel 2016, vous avez vu que pour installer PowerView, il fallait aller dans le 3e sous-sol, essayer de le cocher pour le réactiver dans les menus. Je vais en reparler rendu là, mais donc on va aller brièvement sur le sujet de PowerView. On va parler de PowerMap, qui est devenu 3D Map dans la version d'Excel 2016. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté. On va parler de Power BI, les visualisations dans Desktop et dans Power BI Service, qui est le même engin de visualisation finalement. Et on va aussi parler des Custom Visualization, qui sont des visualisations que l'on peut utiliser dans Power BI. Et finalement, je vais vous donner des exemples et des trucs pour créer des meilleures visualisations. Alors, c'est un grand menu qu'on a aujourd'hui. Et avant toute chose, je veux juste vous parler un peu de l'avenir du BI chez Microsoft. C'est vraiment en mouvance, surtout avec les versions 2016 de Reporting Services notamment et SQL Server. Vous avez une réalité dans le cloud et une réalité on-premise. Dans tous les cas, ce que je veux surtout vous faire remarquer, c'est que les outils dans lesquels on va créer les visualisations de données, il y a Excel, il y a Power BI Desktop, il y aura, en tout cas, si vous utilisez les versions 2016 de Reporting Services, il y aura Report Builder et DataZen. Et donc, ça, c'est les outils de création
de visualisation notamment, et le tout va pouvoir être publié dans Power BI, donc sur le cloud, et dans Reporting Services. Donc, Excel fait partie de l'univers de Power BI à la source, parce qu'on peut créer, vous le savez sans doute déjà avec Power Query, Power Pivot, des modèles de données qui peuvent par la suite être publiés dans Power BI. Parce qu'on peut aussi élaborer des tableaux de bord complets dans Excel et les publier dans Power BI, mais plus dans un mode Excel Online, mais disons plus friendly que ça l'a déjà été par le passé. Et aussi récemment, depuis une dernière mise à jour de Power BI, on peut aller en sens inverse, c'est-à-dire prendre un modèle de données dans Power BI et analyser les données dans Excel. Donc, c'est ni plus ni moins comme si on ouvrait un fichier Excel et qu'on se connectait à un cube à l'extérieur et le cube va être dans Power BI, tout simplement. Alors, vous remarquerez que Excel continue de jouer un rôle très important dans la BI chez Microsoft. Alors, quand on parle de visualisation de données dans Excel, c'est quoi les outils qui sont à notre disposition? Évidemment, il y en a plusieurs, mais disons les principaux. Il y a les tableaux croisés dynamiques, les graphiques qui, d'année en année, en fait, pas d'année en année, mais de version en version s'améliorent. Il y a les slicers, ou en français on les appelle les segments, et les timelines. Il y a les sparklines, et ça malheureusement en français, ils s'appellent aussi des sparklines. Il y a les contrôles de formulaire, il y a la mise en forme conditionnelle, il y a les formes et les zones de texte qui sont, à mon avis, souvent sous-utilisées et devraient l'être davantage, devraient être utilisées davantage et non sous-utilisées davantage. Et évidemment, il y a des choses qu'on peut faire aussi en termes de visualisation à partir de fonctions Excel. Alors, allons-y avec quelques exemples. Dans le top 5 des ventes que vous voyez en ce moment, qui pourrait faire partie d'un tableau de bord, on a d'abord et avant tout ici l'usage de fonctions Excel. Donc, la fonction index, la fonction match ou equiv en français et la fonction large. Et donc, déjà, pour créer ce top 5-là, qui est dynamique, qui s'alimente à une base de données où, évidemment, il y a beaucoup plus que 5 vendeurs et chaque vendeur a plusieurs ventes, pour consolider tout ça, les fonctions qui ont été utilisées, c'est celles que je viens de décrire. Pour faire les barres de données, on a utilisé ici la mise en forme conditionnelle. Et pour montrer la tendance, on a utilisé les graphiques Sparklines. Alors, je m'arrête tout de suite pour pouvoir faire des visualisations de données dans Excel, parce qu'on est dans le sujet d'Excel présentement. C'est pas dissocié de la connaissance des fonctions Excel. Alors, la personne qui maîtrise très bien les fonctions avancées d'Excel risque de créer de meilleures visualisations de données qu'une personne qui les maîtriserait pas. Donc, des fois, on pense que c'est deux choses complètement distinctes. Comme les visualisations, ça repose vraiment sur des données bien structurées et des données bien structurées et dynamiques, mais ça se crée souvent dans Excel avec des fonctions avancées, ben l'un ne va pas nécessairement sans l'autre. Dans le tableau de bord Excel suivant, vous voyez qu'on utilise des contrôles de formulaire. Donc, les contrôles de formulaire, ce sont les cases à cocher, les menus déroulants, les boutons de radio, des choses comme ça. On utilise aussi, j'ai dit, des graphiques réguliers et créatifs, c'est-à-dire que il y a l'usage de graphiques réguliers. Si on regarde à droite, les barres, c'est un graphique qui est disponible dans l'assistant graphique dans Excel. Par contre, si on regarde le thermomètre au centre et appelons ça les mini-thermomètres à la gauche, ben il a fallu faire un peu de bricolage. Donc, on a fait un peu de macramé ici, mais pour avoir des visualisations qui, dans ce cas-ci, étaient demandées par le client. Donc, le client veut absolument un thermomètre, ben il faut bricoler un thermomètre. Ce qui veut dire que dans Excel, il y a une certaine gamme de graphiques qui sont disponibles, mais rien ne vous empêche d'utiliser ce qui existe pour créer quelque chose d'un peu plus évolué. Dans la partie du centre, donc, on utilise des tableaux croisés dynamiques avec une mise en forme conditionnelle pour montrer les écarts positifs, négatifs, neutres. Et donc, ça vous donne déjà un aperçu des fonctionnalités et des fonctions qu'on utilise dans Excel pour créer des visualisations. En 2016, sont arrivés de nouveaux graphiques
Excel. Il y a eu l'apparition des graphiques en cascade. J'ai fait un billet de blog sur le sujet sur le blog du CFO masqué si vous souhaitez aller le lire. J'ai quelques reproches à faire aux graphiques en cascade, notamment sur le montant de départ et d'arrivée et sur les couleurs par défaut qui auraient dû être rouge et vert à mon avis. Et changer les couleurs n'est pas aussi simple que les changer sur un autre type de graphique. Alors, si vous voulez savoir comment faire, vous pourrez aller sur le blog voir le billet en question. Il y a aussi le fameux, ce que Microsoft appelle le tree map, donc où on répartit dans des carrés, dans le fond, la grosseur de chaque carré, c'est l'importance de la valeur sous-jacente. On répartit donc des catégories de données et dans un carré, il peut y avoir la répartition de sous-catégories. Alors ça peut visuellement devenir assez intéressant. C'est des graphiques qui sont faciles à consommer par n'importe qui. On comprend bien ce dont il est question. Les graphiques Box and Whiskers, je vous invite à aller sur le blog. J'ai fait un article sur le sujet. On est plus dans l'étendue de résultats, donc on est plus dans la statistique, comparer les données à la moyenne et à la médiane notamment, et présenter les données par quartile. Donc si vous êtes dans ce type d'analyse-là, ce sont des graphiques fort intéressants. On a aussi ajouté en 2016 le graphique histogramme avec la courbe cumulée. Donc, avant, dans les versions précédentes, on n'avait pas ce graphique-là, mais c'était possible de le faire encore une fois avec un peu de bricolage. Alors, si vous n'avez pas accès à Excel 2016, c'est un graphique qui est quand même, qu'on peut quand même réaliser, mais il faut un petit peu bricoler. Et finalement, il y a aussi eu l'apparition du Sunburst ou rayon de soleil, qui est un graphique qu'on retrouve assez souvent. Qui, encore une fois, est pas mal une répartition, un peu comme le tree map, mais disposé d'une façon un peu différente, où est-ce qu'on peut voir un peu l'organisation des catégories, sous-catégories et ainsi de suite. Ça, c'était dans la version 2016 qui est sortie récemment. Puis, par la suite, en janvier 2016, il y a eu des mises à jour. Et dans les mises à jour, on a eu notamment droit à un nouveau graphique qui est l'entonnoir, que j'ai pas ici dans la présentation, mais donc un entonnoir qui est souvent utilisé pour, par exemple, un entonnoir de vente. Donc, ce graphique-là aussi, c'était possible de le fabriquer avant en bricolant un peu, mais là, il est disponible par défaut. Quand je parle d'être créatif dans Excel, je vous ai montré ici 2 vidéos, en fait, qui illustrent ce qu'on peut faire notamment avec un simple graphique en colonne. Donc en se départissant des axes, en se départissant des colonnes de données comme telles, en ne conservant que les marqueurs et en travaillant un peu, on peut faire le genre de visualisation que je vous montre ici à gauche et à droite. Donc, vraiment, on peut aller assez loin dans la créativité et ne pas se limiter seulement à ce qu'Excel propose à la base. Dans les cours que j'enseigne, quand je montre aux gens comment faire des tableaux de bord, puis je leur dis vous pouvez être créatif, je montre notamment comment faire un tachymètre ou une jauge si vous préférez. Ça, c'est quelque chose que les clients demandent souvent et qui n'existe pas dans Excel malheureusement. Et le truc pour faire un tachymètre, c'est assez simple dans le fond, c'est qu'on prend un graphique en anneaux et on s'arrange pour le séparer. Donc, ça dépend comment vous voulez faire votre tachymètre, mais en supposant que je veux vraiment qu'il soit 180 degrés, je m'arrange pour mettre la partie en bleu, que ce soit la moitié de mon cercle, en supposant par exemple que j'ai 180 degrés dans le bleu, je divise par 3 le restant, puis je le mets dans rouge, vert et mauve. Une fois que ça c'est fait, je peux jouer avec les couleurs pour enlever la partie en bleu et changer les 3 autres parties pour rouge, jaune, vert. Je peux ensuite le tourner pour vraiment faire la base de mon tachymètre. Et par la suite, il faut que je fasse un graphique en tarte. Et là aussi, il y a quelques manipulations à faire, mais il faut juste que je m'assure que la partie
qui va représenter l'aiguille et que je peux faire plus ou moins grosse, va bouger, hein, parce que ça va devenir mon aiguille, vous me voyez venir. Et donc, je dois mettre les données sous-jacentes pour qu'elles soient dynamiques, je dois faire les bons calculs. Une fois que c'est fait, je peux enlever les pointes de tarte qui ne me sont plus utiles et glisser mon graphique en tarte sur mon graphique en anneau et j'obtiens une jauge, donc avec une aiguille qui bouge en fonction des résultats. Et il y a un moyen aussi d'aller mettre une étiquette de données qui bouge évidemment avec l'aiguille en mettant la bonne valeur. Alors, encore une fois, du bricolage, mais qui nous amène des fois à des résultats fort intéressants. Plus récemment, j'ai parlé sur mon blog de l'utilisation notamment des images, comment travailler les images dans Excel. Et j'ai montré un exemple qui était le suivant. Vous avez ici une série de petits bonhommes rouges sur fond blanc, puis le fond vert, c'est vraiment mon fond d'écran Excel. C'est pour vous montrer qu'est-ce qui va se passer après pour pouvoir le faire ressortir. Et il y a un outil dans Excel qui nous permet maintenant d'aller enlever des portions d'images. Alors, j'ai travaillé avec cet outil-là pour arriver à enlever tout ce que vous voyez en mauve sur l'image à l'écran. Donc, ce qui est en blanc reste blanc, ce qui est en mauve devient transparent. Alors, on obtient le résultat suivant quand on est sur un fond vert. Mais en supposant que je voudrais un graphique qui fait plus ou moins de bonhomme sur une couleur bleue, ben, je vais utiliser mon cadre avec mes bonhommes ici qui sont transparents par-dessus un graphique qui, lui, va varier. Donc, d'abord, avant tout, je vais me faire un graphique en barre, si j'ose dire, barre horizontale. Vous voyez ici, la valeur 2, ça va jusqu'à 2. Je travaille mon axe, évidemment, correctement. Et je vais mettre par-dessus mon espèce de petite série de bonhommes transparents. Et évidemment, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la droite, il y a une série de bonhommes transparents, mais blanc sur blanc. Donc, c'est pour ça que vous les voyez pas. Mais ils existent, mes petits bonhommes, ils sont encore là, mais vous les voyez pas. De sorte que quand le 2 va devenir 8, vous allez avoir l'impression dans votre visualisation qu'il s'est ajouté des bonhommes. Mais en réalité, parce que vous avez un cadre de 10 bonhommes et la valeur ici fait en sorte qu'il y a un fond ou qu'il n'y a pas de fond derrière le bonhomme. Donc là aussi, vous faites appel à votre créativité. Ça provient aussi d'un article d'un blog déjà publié sur mon cher Watson. C'est que vous pouvez jouer avec des images. Évidemment, je ne recommande pas dans un tableau de bord, disons, de gestion sérieux, mais si votre visualisation sert à un aspect marketing ou quoi que ce soit, vous pouvez insérer des images. Comme par exemple ici, la taille de mes bulles a vraiment une signification. En fait le graphique ici, ce qu'il représente, c'est un peu le qui perd gagne, c'est-à-dire qu'il y a le poids original des participants, un nombre de semaines passées dans le programme, et chacun des visages, c'est donc un participant, et la grosseur du visage, c'est le nombre de livres que le participant a perdu dans le programme. Donc, ce participant-là, par exemple, avait 175 livres au départ et a perdu après 7 semaines, je sais pas, il doit être ici, là, après cette semaine, 22 livres. Donc, c'est ce que ça représente. Alors, ça peut être rafraîchissant dans un contexte qui te permet d'avoir des images comme ça. Les Office Apps ou Office Add-in, que c'est devenu en 2016, c'est vraiment à travers la boutique. Donc, quand vous êtes dans votre fichier Excel, vous avez l'option d'aller dans le Microsoft Store. Quand vous y allez, il y a une gamme d'applications gratuites. Il y en a des payantes aussi. Et il y a même une catégorie là-dedans qui s'appelle visualisation. Donc, vous pouvez vous promener là-dedans et aller récupérer des choses comme par exemple cet Akimètre-là qui est peut-être plus beau que celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Moins facile à utiliser, mais plus beau. Et ça s'insère donc dans votre feuille Excel. C'est une belle visualisation. Et évidemment, on vous montre rapidement comment l'utiliser. Vous avez toutes sortes de visualisations, ça c'en est une autre. Vous avez notamment une map. Donc, si vous n'avez pas accès, par exemple, à Power View ou à Power BI ou à Power Map, ben, vous pouvez insérer une map par le biais des applications Office.
Vous avez quelque chose, par exemple, pour la gestion de projet. Ça peut être intéressant. Et mes petits bonhommes de tantôt, vous les revoyez apparaître, vous voyez, vous savez d'où ils viennent. Des trucs pour faire davantage des infographies qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est à vous d'aller explorer. Mais des fois, les gens ne savent pas que c'est là et pourtant, ça peut être fort utile. Alors, je vous montre quelques exemples de tableaux de bord qu'on a déjà montés dans Excel pour vous montrer que ça peut, dans Excel, donner des visualisations assez intéressantes. Faut pas penser que parce que c'est Excel, ça n'a pas évolué. Au contraire, ça a évolué beaucoup dans les dernières années. On est maintenant capable de faire des choses qui visuellement sont fort intéressantes. Donc, je vous décourage pas dans l'outil d'Excel, l'usage d'Excel, au contraire. Je vous encourage à développer votre créativité dans cet outil-là. Toujours dans Excel, il y a ce qui s'est appelé d'abord le Power Map et qui s'appelle maintenant 3D Map, qui permet notamment de créer des visualisations de données géographiques et dynamique dans le sens où c'est vraiment, on peut, si on a des données au fil du temps, on peut faire jouer la vidéo pour voir la croissance des données au fil du temps notamment, comment les données ont bougé. C'est intéressant en soi. Par contre, il faut comprendre que Power Map, à ce stade-ci en tout cas, c'est un outil qui est inséré dans Excel, mais qui s'utilise vraiment de façon séparée. On ne peut pas l'imbriquer dans une page Excel. On ne peut pas l'imbriquer non plus dans un outil Power BI. Ça s'utilise, excusez-moi l'expression, mais ça s'utilise en stand-alone. Alors, ça peut être intéressant pour des présentations, assurément, pour des visualisations de données géographiques, mais il faut comprendre que ça ne s'imbriquera pas à l'intérieur d'un Excel ou d'un Power BI. Ce qui est intéressant dans les données géographiques, c'est qu'on peut vraiment créer une histoire. On peut créer une série de vidéos. D'ailleurs, les vidéos même s'exportent. Si vous vouliez, par exemple, publier ça sur un autre site, mettre ça dans YouTube, ça s'exporte. Et vous pouvez avoir une série de vidéos qui racontent une histoire. Ça peut être franchement intéressant. Et évidemment, il y a l'option de changer la carte géographique pour une map personnalisée. Donc, par exemple, s'il y a un exemple avec une map d'un métro, avec les stations de métro et les informations relatives à ces stations de métro. Mais vous pouvez penser, par exemple, que la map, ce serait la map d'une usine ou d'un magasin. Puis vous voulez comprendre, par exemple, à quelle heure les ventes se font, dans quel département, etc. Donc, vous auriez la possibilité d'insérer, évidemment, il faut l'avoir, la map, et les données qui monitorent les valeurs dans le cadre de cette map-là. Mais si vous l'avez, c'est donc possible de le montrer visuellement sur une map personnalisée, une carte personnalisée, devrais-je dire. Power View, vous avez probablement déjà entendu parler un peu. Power View, il a été développé pour Excel en 2013. Par contre, c'était développé avec Silverlight qui est en voie de disparition tranquillement pas vite chez Microsoft parce que on est vraiment plus dans une optique de pouvoir partager nos données via application mobile puis vraiment être dans le nuage. Et pour cette raison-là, l'engin de visualisation Power View va tendre à disparaître. Donc, c'est pour ça que j'en parle rapidement. Il a été remplacé dans Power BI par un autre engin de visualisation qui, de toute façon, est plus puissant, plus intéressant que Power View. Mais si vous l'utilisez en attendant, ça peut quand même répondre à certains besoins de visualisation chez vous. Power BI, Desktop et Service, c'est le même engin de visualisation. J'ai mis ici des exemples de qu'est-ce qui existe comme visualisation. Ça vient du site de Microsoft, puis ça me fait rire parce qu'ils font pas les plus belles visualisations eux-mêmes, mais ça vous donne une idée des types de graphiques qui existent. Donc ici, ils ont vraiment voulu montrer qu'on était capable de jouer avec les couleurs et tout ça. C'est pas très joli, mais je pense que c'était ça l'objectif.
Et donc, vous voyez un peu tout ce qui est possible de faire. Ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que à tous les mois, il y a des mises à jour et il y a des nouvelles visualisations disponibles notamment ou des améliorations sur des visualisations existantes. Et évidemment, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres webinaires, ce qui est intéressant beaucoup dans les visualisations de Power BI, c'est la capacité notamment de forer à l'intérieur d'un graphique ou de, par exemple, cliquer sur une région ici puis voir l'ensemble des autres graphiques de ma page se mettre à jour en fonction de la région sélectionnée ou peu importe ce que j'aurais sélectionné ailleurs dans ma page. Alors l'interactivité entre les graphiques, la capacité de forer dans les graphiques, ça c'est notamment une des très grandes forces des visualisations dans Power BI. Donc, je vous montre ici dans un récent projet de Power BI qu'est-ce que ça donnait comme visualisation dans le produit final. Donc, le produit final, c'était un rapport qui avait 4 pages que vous voyez, c'est entièrement produit donc dans Power BI. Personnellement, je trouve que c'est quand même fort intéressant. Par exemple, ici, vous avez des tuiles qui permettent de faire des KPI, c'est-à-dire une valeur atteinte versus une valeur prévue. Et la tendance, l'écart et la tendance dans les derniers mois ou années, ou peu importe comment vous avez programmé votre truc. Fait qu'il y a des choses vraiment, vraiment intéressantes au niveau des visualisations Power BI. Et il y a moyen de faire quelque chose de plus beau que ce que Microsoft présente comme par défaut. Donc, si jamais, si vous voulez voir ce rapport-là, entre autres, qu'est-ce que ça a l'air, je vous ai mis le lien. Vous pourrez cliquer, vous pourrez aller jouer dedans parce que quand on les partage, les rapports Power BI, on les imbrique dans un site web, ils demeurent dynamiques, c'est-à-dire que vous allez être capable de les jouer dedans puis cliquer sur des données pour voir de quelle façon les autres tuiles se mettent à jour. Alors, je vous inviterai, quand vous aurez la présentation PowerPoint, à vous rendre dans l'exemple en question. Comme si c'était pas assez, dans Power BI, les visualisations, Microsoft a créé la galerie de visualisation Power BI. Ça, c'est une image qui date parce qu'il y a beaucoup plus de visualisations que ça à l'heure actuelle. Ce sont des visualisations que les gens développent et qu'ils mettent à la disposition des usagers de Power BI à travers cette galerie-là. Donc, ce n'est pas certifié par Microsoft dans le sens où il n'y a pas de support de Microsoft si vous avez un pépin avec la visualisation en question. Donc, il faut être vigilant. Mais vous avez l'opportunité, quand vous êtes dans Power BI, d'aller dans la galerie et d'aller chercher une visualisation qui vous intéresserait et qui ne fait pas partie de Power BI par défaut. Et cette galerie-là, au risque de me répéter, elle évolue vraiment de jour en jour. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Je vous dirais que j'en ai testé vraiment beaucoup. Il y en a qui fonctionnent très bien. Il y en a qui probablement fonctionneraient bien si on comprenait mieux comment ils fonctionnent. Et il y en a qui fonctionnent pas très bien. Donc, il faut faire des tests avant de les insérer dans une solution définitive. Et donc, si vous êtes des gens qui voulaient développer en JSON des visualisations, ben vous avez l'outil dans Power BI pour les développer vous-même. Et ça, c'est 2 exemples de visualisation qui sont assez créatives. Évidemment, le nuage de mots à gauche qu'on voit assez souvent. Moi, personnellement, je fais surtout des tableaux de bord avec des données financières, des choses comme ça. Je ne verrais pas la pertinence d'utiliser ça, mais si vous êtes plus en marketing ou bref, dans les sondages, quelque chose comme ça peut être intéressant. Et il y a des choses où on est allé assez loin, merci, un petit aquarium dont la grosseur des poissons représente la taille des valeurs derrière, mais c'est vraiment un aquarium en mouvement où les poissons se promènent. Alors là aussi, je verrais mal proposer une visualisation comme ça à un CFO, mais dans une optique qui permettrait d'être plus légère, ça peut être quand même intéressant. Alors, je regarde l'heure, on est à mi-parcours, il est 12h30. Je vais commencer la 2e section sur les trucs pour créer des meilleures visualisations. Alors, je vais commencer avec des trucs de base et je vais aller avec des trucs un peu plus évolués par la suite.
D'abord et avant tout, ne pas utiliser trop de variétés de visualisations différentes. C'est assez important. Des fois, j'ai l'impression que les gens découvrent des nouvelles visualisations puis sont un peu excités. Ah, ça c'est beau, ah, ça c'est le fun, puis ils essaient de mettre à peu près tout ce qu'ils connaissent dans un tableau de bord et ça finit par être plus déconcentrant qu'autre chose de regarder les visualisations. Donc, il faut quand même avoir une uniformité au niveau de nos choix de visualisation dans un même rapport. Et utiliser les couleurs pour faire ressortir des éléments hors normes. Donc, autrement, on garde les couleurs minimalistes. Et ici, je vous ai mis un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Et malheureusement, on voit ça souvent. On dirait que les gens ont développé la tendance dans Excel d'avoir leur propre code de couleurs. Ils se reconnaissent comme ça. Et là, ils en mettent partout. Alors, regarder des visualisations comme ça, on ne sait pas, l'œil n'est pas accroché par rien parce que tout est tellement coloré. Il faudrait aller plutôt d'une couleur assez uniforme et utiliser les couleurs différentes pour faire ressortir des informations importantes. Donc, ne pas utiliser d'éléments de distraction et de distorsion, notamment au niveau des couleurs, comme on vient de voir, et du 3D. Et l'exemple que je donne ici, je le donne souvent. J'ai deux graphiques. Les deux sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est exactement le même graphique. La seule chose que j'ai fait, c'est que je l'ai fait pivoter pour que la pointe en bleu apparaisse sur le devant. On voit clairement ici qu'avec le 3D puis avec ma pointe de tarte placée de cette façon-là, celle de droite, la pointe bleue à droite, semble beaucoup plus grosse que celle à gauche, alors que c'est exactement la même chose. Alors, si vous êtes dans une industrie de trafiquer les chiffres pour faire passer votre message, allez-y. Mais si vous êtes plutôt dans une industrie de communiquer des informations adéquatement, je vous recommanderais fortement de ne pas utiliser ce type de graphique et de vous assurer que peu importe comment on regarde le graphique, on comprend tous la même chose et on reçoit tous le même message. Aussi, ça c'est quelque chose que je vois souvent, faut faire attention d'afficher les titres et des étiquettes de données claires ou les supprimer quand c'est non nécessaire, parce qu'on veut pas que ça l'encombre non plus, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on regarde. Utiliser les bons formats d'unités, puis si jamais c'est des très très grands nombres, ben peut-être les présenter en milliers, en millions ou peu importe. Puis pas mettre nécessairement une série de décimales quand c'est pas nécessaire, et surtout présenter des échelles consistantes. Par exemple, ici, je regarde produit A et produit B. Si j'ai ces deux visualisations-là côte à côte dans mon tableau de bord, je vais avoir tendance, mon cerveau va avoir tendance à les analyser en les comparant. Ce qui serait une grave erreur pour plusieurs raisons. D'abord et avant tout, si vous remarquez bien sur mon axe des Y pour les produits A, ça commence à 90. Vous devriez jamais faire ça. Vous devriez toujours le commencer à 0 parce que l'écart qu'on voit entre chacun des je sais pas quoi, parce que ça c'est un autre défaut, mettons des mois, et ça c'est pas inscrit, il semble très grand. Mais si vous aviez parti votre axe à 0, les écarts, on verrait qu'ils sont vraiment pas si grands que ça. D'une part. D'autre part, vous partez un axe des Y à 90 et l'autre à 110. Donc, l'œil va vouloir comparer les deux graphiques alors qu'on parle pas des mêmes unités. Et bien sûr, il n'y a pas d'étiquette de données sur l'axe des X, donc on ne sait pas de quoi on parle. Les données, est-ce que c'est des évolutions mensuelles? Est-ce que c'est hebdomadaire? On n'a aucune idée. Donc évidemment, il faut être consistant dans la présentation de nos données. Ne pas présenter de très grands nombres et de très petits nombres sur le même graphique. C'est-à-dire, par exemple, sur un graphique en barre horizontale, je vois ça souvent, les valeurs 1, 2, 3, 4 sont non pertinentes dans ma visualisation ici. Ça donne une visualisation assez particulière. Alors, dans des cas comme ça, on devrait plutôt y aller en présentant le top 3 ou le top 80% ou ainsi de suite. Et notamment dans Excel, vous pouvez le faire. Vous pouvez présenter le top X des données ou le top qui représente 80% de l'ensemble de vos données et ainsi de suite. Ça va vous permettre de présenter quelque chose de plus intéressant. Dans les trucs généraux, si je récapitule dans les trucs généraux de base, vous devriez toujours dessiner d'abord un prototype. Si vous avez votre prototype en tête,
le reste du travail va se faire aisément. C'est probablement la partie la plus longue, la plus ardue, mais une fois que c'est fait, vous pouvez simplement remplir ensuite votre prototype. Vous devriez aussi disposer les tuiles par ordre d'importance. Donc, logiquement, les gens commencent toujours à regarder une page en haut à gauche. Donc, il faudrait disposer les tuiles en partant donc du haut à gauche et de les mettre par ordre d'importance. Accorder aussi une taille proportionnelle à l'importance de la tuile. OK? Donc, si une tuile est vraiment importante, on va la mettre plus grosse. Une tuile secondaire vraiment plus petite. On peut jouer aussi sur la couleur, l'intensité de la couleur notamment. L'alignement des tuiles, ça a l'air vraiment niaiseux rendu là, mais l'alignement des tuiles et les espaces qui séparent chacune des tuiles, si vous êtes vraiment minutieux, le tableau de bord va avoir l'air tellement plus intéressant, va être tellement plus beau. Et si vous faites fi de ça, il y a quelque chose qui dérange même juste dans l'interprétation, la consommation et l'interprétation des résultats. Donc, soyez vigilants, vous allez voir une grande différence en respectant ça. Évidemment, on l'a dit, choisir les bonnes couleurs, mais aussi choisir les bons graphiques. Moi, j'ai une formation où on en parle longtemps de oui, c'est les graphiques qui existent, mais dans quelle situation je devrais choisir ce graphique-là et dans quelle autre situation je devrais plutôt pour opter un autre graphique et dans quelle situation je devrais surtout pas utiliser tel et tel graphique. C'est des questions qu'on devrait se poser. Et ça va aller en fonction vraiment du message qu'on veut communiquer. Donc, c'est important de savoir, premièrement, qu'est-ce qu'on veut communiquer et ensuite, quel graphique va nous aider le mieux à communiquer ce message-là. On l'a dit, je le répète, mettre en valeur les parties importantes du tableau de bord. S'assurer que les segments ne permettent pas à l'usager de tomber sur des scénarios loufoques. Alors ça, j'ai vu ça souvent en auditant des tableaux de bord. La personne qui élabore le tableau de bord s'attend à ce que les gens appuient sur des segments pour faire certaines choses, mais a oublié que ces mêmes personnes-là pourraient cliquer sur des choix de boutons et que ça ramène des résultats qui font aucun sens. Donc, il faut empêcher ces scénarios-là. Et ça va se faire évidemment bien avant l'élaboration de la visualisation comme telle. Ça va se faire dans la structure de données. Mais il faut s'assurer de la tester, notre visualisation, après, pour s'assurer que ça survienne pas. Si vous présentez des données, par exemple, en colonne ou en ligne ou peu importe, c'est intéressant, c'est pas mal plus intéressant, en fait, de les présenter en ordre croissant ou décroissant. Donc, moi, quand je vois un graphique en colonne qui est pas en ordre croissant ou décroissant, à moins que ce soit évidemment une série chronologique, là, ça me dérange, ça me déconcentre et c'est plus difficile à interpréter. Donc, faites attention à ça aussi. Les graphiques en secteur, pour toutes sortes de raisons, ce que je vous ai montré tantôt, dans Excel notamment, si vous avez des étiquettes de données, votre graphique en secteur va bouger selon les nouvelles valeurs, les étiquettes vont s'empiéter. Moi, je les évite le plus possible. Les graphiques 3D aussi, puis trop d'effets visuels aussi, là, qui fait juste distraire le lecteur, c'est à éviter. Alors ça complète les trucs de base. Et je vais maintenant enchaîner avec quelques trucs plus avancés. Ici, je suis vraiment dans Power BI. Je vais juste faire une petite parenthèse. Power BI Desktop, donc c'est vraiment l'outil qui permet de modéliser les données avant de faire les visualisations. C'est aussi l'outil qui permet de faire les visualisations, mais avant de créer les visualisations, il faut modéliser les données. Ce qui est intéressant dans Power BI Desktop, contrairement par exemple à Power Query et Power Pivot qui sont dans Excel, c'est que tout est en un même endroit. Donc, je peux être en train d'élaborer mes visualisations de données puis dire « Ah, j'aimerais ça faire telle visualisation, mais mes données présentement ne me permettent pas de le faire. Il faudrait que je modifie mes données. » Ben, c'est facile. On est dans notre page où on crée nos visualisations et on clique sur la donnée pour la modifier et on tombe dans les tables de données sous-jacentes et on peut faire les modifications voulues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure des données en arrière des visualisations, c'est la pierre angulaire. Faire les visualisations comme telles, c'est facile. N'importe qui peut faire ça. Modifier les données en arrière pour que ça, excusez l'expression, mais que ça fitte comme il faut dans vos visualisations, c'est vraiment là que la difficulté réside.
Par exemple, dans ce que je veux vous montrer, j'utilise, en fait, dans Power BI Desktop, je vais refaire une parenthèse. Vous savez peut-être sans doute, peut-être vous savez pas, mais Power BI Desktop, c'est une fusion, ni plus ni moins, de Power Query et Power Pivot, plus un engin de visualisation. Alors, pour montrer les données par intervalle, ce que je vais vous montrer dans un instant, c'est-à-dire que je veux regrouper mes ventes par produit, mais par prix de produit. Donc, combien j'ai vendu de produits entre 0 et 499 $, entre 500 et 999 $, et ainsi de suite, pour comprendre où sont mes ventes par catégorie de prix. J'ai deux choix. Je peux le faire soit dans l'équivalent de Power Query ou dans l'équivalent de Power Pivot. Donc, ici, je le fais en langage DAX dans la portion qui est équivalente à Power Pivot. Donc, j'ajoute vraiment une colonne de données qui, pour chaque produit, va aller me mettre dans la catégorie en question que j'ai créée. J'ai créé donc une catégorie 0 499, 500 999, 1000 1499, 1500 1999 et 2000 pièces et plus. Donc, je crée cette catégorie-là dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, en DAX toujours, je crée une fonction similaire, mais qui est vraiment pour présenter un ordre. Ça, je fais ça parce que si je le fais pas puis que je présente mes données ensuite sur mon graphique, ils vont apparaître par ordre croissant, si j'ose dire, ou alphabétique, je ne sais pas comment le dire parce que c'est un champ à texte, mais ça va être vraiment en ordre croissant. Alors, je vais voir par exemple 0, 499, puis après ça, je vais voir 1000, 1499, 2000 et plus, et finalement 500 à 999, ce qui serait ridicule. Donc, je me crée une autre colonne calculée ici, juste pour mettre un ordre et m'assurer que la première valeur que je vais voir sur mon graphique, c'est 0, 499, la deuxième, c'est 500, 999, et ainsi de suite. Alors, j'ai la possibilité de le faire en DAX, dans des colonnes calculées, ou j'aurais pu le faire avec une colonne ajoutée dans l'équivalent de Power Query, donc davantage en langage M. Et là aussi, pouvoir créer une colonne pour trier mes données dans le bon ordre. Et ça me permet de présenter une visualisation comme celle-ci. Alors, vous voyez ici que la création de la visualisation, c'est 2 secondes. Je mets mes données de vente, puis je mets ma dimension par catégorie de prix. Par contre, la réflexion se fait au niveau de la structure de données. Je suis obligée d'aller modifier mes données pour pouvoir présenter ça. J'accentuerai jamais assez sur l'importance de la structure des données parce que souvent, en fait, moi, ça m'arrive à tous les jours, les clients me donnent un projet puis ils me disent « ça va prendre combien de temps? » J'en ai aucune idée tant que je verrai pas tes données. Parce que les données, est-ce qu'elles sont faciles à structurer? Tout est là, tout part de là. Dans l'exemple suivant, je fais simplement une visualisation de parts de marché. Et je vous montre toutes les étapes que j'ai dû franchir pour vous faire réfléchir à la structure des données encore une fois. Je suis partie d'une table dans laquelle j'avais le nombre de ménages par fraction de code postal, si j'ose dire, les 3 premières lettres de chaque code postal. Et je savais que, selon une statistique, chaque ménage achetait une certaine quantité du produit en question. Et ça me donnait un peu une idée finalement du marché total dans chacun des codes postaux indiqués ici. Donc, je suis partie de cette table-là qui rassemblait les informations sur le nombre de ménages, sur les codes postaux et sur les dépenses effectuées par ces ménages-là dans chacun des codes postaux. Et par la suite, j'ai jumelé ma table. Évidemment, j'ai sauté quelques étapes pour vous montrer les résultats, mais j'ai jumelé ma table avec mes ventes. Donc, je vois que dans certains codes postaux, je fais des ventes. Dans d'autres codes postaux, j'en fais pas. Par la suite, je vais juste remplacer mes valeurs nulles par des zéros pour pouvoir faire des opérations. Et j'ai appelé les ventes le marché occupé. Et le marché inoccupé, bien évidemment, c'est un moins l'autre. Alors, j'ai pu calculer le marché inoccupé. Je me suis départie de certaines colonnes à cette étape-ci. Et finalement, j'ai pivoté mes colonnes pour m'assurer d'avoir une colonne qui soit un attribut
soit le marché est occupé, soit le marché est inoccupé et avec quelle valeur. Et par la suite, ça m'a permis notamment d'aller jumeler avec une autre table pour m'indiquer là, que chacun des codes géographiques appartenait à une région. Et ça m'a permis donc de créer sur une map les parts de marché dans chacun des codes postaux en pouvant sélectionner une région précise. Alors ça, c'était la demande. Et les données, c'était celles que j'ai eues au début, c'était simplement les ventes de l'entreprise. Donc, il faut par la suite se demander, OK, j'ai les ventes, je veux maintenant présenter les parts de marché. Premièrement, quelles sont les données que j'ai besoin? Sont-elles disponibles quelque part? Là, ici, j'avais des données disponibles sur Statistique Canada et je dois passer à travers la série de transformations avant de pouvoir créer la visualisation. Un dernier exemple, le client ici a des fichiers Excel de budget par magasin. Il y en a une série. Et ces fichiers sont faits dans Excel, dans un format qui malheureusement existe trop souvent en entreprise. Vous voyez ici, il y a ça c'est un fichier pour un magasin. Il y a les données mensuelles de budget dans un format un peu difficile à travailler. Il y a les données budget année dernière, la différence entre les deux. Il y a les données par département et après ça, il va par unité vendue, par prix moyen, par vente, etc. Alors, ce client-là voulait voir les écarts entre les ventes et le budget, mais voulait voir les écarts en termes de prix, de volume et de mix. Alors, la question, est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire, mais dans un premier temps, il faut que je transforme tes fichiers dans un format de table, donc faire en sorte que les budgets soient dans un format analysable. Deuxièmement, il faut fusionner tous les fichiers de budget. Troisièmement, il faut les comparer avec les ventes. Il faut créer les calculs, pour calculer les écarts de prix, de volume et de mix. Alors, on part de là. On doit se créer une formule pour transformer les tables dans un format adéquat et créer donc une formule. Combiner tous les fichiers ensemble pour avoir une seule table avec toutes les données de budget correctement. Et par la suite, faire parler avec la table de vente. Donc, dans mon modèle de données, j'ai à la fois des ventes, à la fois des budgets. Et je dois donc créer différentes mesures. Dans mon... ici, j'étais dans Power Pivot. Et en créant les mesures, ça me permet donc évidemment, c'est trop petit pour que vous voyez, là, mais de présenter les ventes, les ventes mensuelles et year-to-date versus le budget. Même chose avec les profits en dollars et avoir les écarts de volume, de prix, de mix. Et de créer, notamment, au final, une visualisation qui est un graphique en cascade. Alors, ça pouvait sembler simple, la demande au départ du client, mais dans le format des données, il fallait passer par une série d'étapes et assurément, vous allez passer par des étapes similaires de votre côté également. Donc, je le répéterai pas assez souvent, ne pas minimiser la structure des données parce que le temps que vous allez mettre dans votre projet est directement relié à cette réalité-là. J'ai terminé assez rapidement. C'est rare que je termine plus tôt que plus tard. Je vais juste vous conclure sur certains points, puis après ça, je vais prendre vos questions. Vous pourrez les poser par le chat. Mais disons que pour terminer, en matière de visualisation, je pense que j'ai assez accentué dans ma dernière partie. La structure des données sous-jacentes est excessivement importante. Il faut faire attention à la logique de ce que vous présentez, à la pertinence, à la présentation. J'ai dit des choses aussi précises qu'aligner les tuiles, les espaces et tout ça. On a parlé des couleurs. Et vous pouvez être créatif, mais moi je dirais utiliser une créativité contrôlée. Donc, faut pas que ça parte dans tous les sens. Et présentez-les vos visualisations à d'autres pour voir comment elles sont reçues avant de les mettre en application. Une dernière fois, je retiens votre attention sur le fait que des webinaires comme celui d'aujourd'hui, on en offre plusieurs. Habituellement, on essaie d'y aller à raison de 1 par mois à part l'été. On a aussi des conférences. Donc, je vais parler notamment de Power BI de long en large dans une conférence, dans 2 conférences en juin.
au colloque annuel de l'Ordre des CPA en entreprise. Donc, une à Québec et une à Montréal, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez voir l'information sur notre site. À nouveau, on a un groupe d'usagers qui se rencontrent physiquement 4 fois par année, qui traite des développements modernes, si j'ose dire, d'Excel et de Power BI. La prochaine rencontre a lieu le 13 juin et c'est quelqu'un de Microsoft qui vient nous parler justement des nouvelles versions 2016 de Reporting Services, SharePoint et de l'imbrication notamment de Power BI avec ces deux engins-là. Et il va aussi nous parler de R, l'outil statistique R, l'imbrication de R donc avec Power BI. Alors, c'est toujours des conférences intéressantes. Ça a lieu à Montréal, par contre, disponible. Et évidemment, si vous êtes intéressé par nos formations, vous pouvez aller consulter tout ça sur notre site web. Sachez que notre offre de formation pour l'année prochaine va paraître cet été et on a ajouté des formations dans Power BI, notamment le langage DAX, si vous voulez apprendre à écrire le langage DAX. Donc, ça pourra être des formations éventuellement qui vous intéresseront. Alors, je vois une question ici. Faut-il bien maîtriser Power BI et même le DAX pour utiliser la majeure partie des options de visualisation? Ça, c'est une question difficile à répondre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans Power BI, notamment en connexion directe ou sur leurs données. Ce qui veut dire que leurs données sont déjà bien organisées, sont déjà dans des entrepôts de données, souvent dans des modèles de données ou des cubes de données bien organisés. Si c'est le cas, vous aurez probablement toujours un petit peu de DAX à faire éventuellement, mais si les données sont bien organisées, vous pourriez vous en tirer en faisant peu de DAX, peu de transformation de données. Si c'est pas le cas, je dirais vous pouvez faire une très grande partie des visualisations sans utiliser notamment le DAX, parce qu'il est sujet du DAX ici. Mais par exemple, toutes les visualisations qui montrent des données dans le temps, c'est-à-dire vous voulez voir les données year to date, les données cette année versus l'année passée, les données, donc tout ce qui a trait au temps, les données temporelles. Ça, il faut vraiment les travailler en DAX. À moins, encore une fois, que dans la source de données à laquelle vous vous connectez, ces mesures-là existent déjà. C'est-à-dire que vous avez une mesure qui s'appelle vente, une mesure qui s'appelle l'année passée, et ainsi de suite. Voilà pour la présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Sinon, sachez que la présentation PowerPoint et l'enregistrement du webinaire va être disponible sur notre site web, probablement en fin de semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié, puis j'espère aussi vous revoir avec nous dans un prochain webinaire.